Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Il y a 2 ans, je suis directrice de magasin. Je suis enceinte, chose complètement inattendue, puisque médecin et gynécologue, après plusieurs examens, m'avaient confirmé que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Ce fut donc une agréable surprise et miraculeuse surtout pour nous. Malheureusement, 1 mois plus tard, je fais une fausse couche. J'encaisse le malheureux événement, mais j'ai aussi de l'espoir et consciente que je pouvais en fait en avoir. On réessaye. 3 mois plus tard, je retombe enceinte, donc recontente et redéception. Jamais 203, n'est-ce pas ? Et là, on se dit, si ça ne fonctionne pas, on va faire des examens poussés et pourquoi pas une PMA. Donc on retente et je refais une fausse couche. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je suis dans une déception ou une contrariété, mon refuge était le travail. Donc je fais comme je fais toujours, je retourne travailler. Et cette fois-ci, 2 jours avant la fin de mon arrêt. Mais je sens qu'en moi, ça ne va pas. C'est pas ça. On s'engage donc avec mon conjoint dans un parcours PMA. Et là, à l'hôpital, on nous dresse la liste de tout ce que nous avons à faire. Donc analyse, radio, IRM, cariotype, cardiologue, échographie, autant pour l'un que pour l'autre. Pour les rendez-vous, nous avons quelques choix pour certains examens, surtout lorsqu'ils sont à faire à des moments précis du cycle. Mais parfois, on n'a pas vraiment le choix des rendez-vous. Donc ça peut aussi perturber le rythme de travail. En parallèle, j'étais aussi directrice de magasin. Donc entre ce que j'étais en train de vivre, ce que j'avais vécu quelques mois avant, et bien sûr les examens et les rendez-vous, j'étais moins efficace, faut le dire, moins efficace. Et il y avait aussi, je pense, un détachement. Et de toute ma carrière, c'était l'année où je me suis vraiment occupée de moi. J'ai écouté tous mes sens. Et je me rappelle que c'était une année où mon encadrement changeait entre ceux qui partent et ceux qui arrivent, qu'il fallait aussi former et accompagner. Forcément, j'avais du relâchement. Et c'est lorsque je m'aperçois qu'en revenant de maladie, donc j'explique la situation à ma hiérarchie. Et la réaction antipathique en face était vraiment navrante. Je ne me suis pas sentie soutenue dans la situation et les conséquences ont été que j'étais de moins en moins engagée. J'ai eu des moments où je n'arrivais pas à sortir de chez moi pour aller travailler. Et j'ai trouvé cette situation si injuste parce que jusque-là, de toute ma carrière, jamais d'arrêt de maladie, toujours partante pour les missions, les projets, les tests. Je prenais tout parce que j'aimais ça. Et là, en 20 ans de carrière, je flanche. Je flanche parce que je vivais quelque chose qui était émotionnellement vraiment très très lourde. Et je n'avais pas d'empathie. Et pire, on me demandait autant d'efforts, voire plus. Puisque j'étais dans un magasin qui était flagship. J'étais clairement moins motivée, moins productive, donc beaucoup de bas. Et je me suis souvenue des engagements que l'entreprise a mentionnés dans les feuilles de route avec la notion de bien-être au travail. Donc ma déception est encore plus à son comble lorsque je constate que je vivais quelque chose, donc une situation très difficile, et nous sommes complètement à l'opposé de ce qu'on a écrit pour le groupe. Alors pour cet épisode vraiment particulier et pour moi c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Première invitée, donc Charlotte Marigot.
C'est ma première invitée de podcast depuis la création. Donc Charlotte est fondatrice de l'entreprise Maya. Donc Maya, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans la structuration RH. Enfin, Charlotte, on se connaît, hein, on s'est déjà vu. Je vais te laisser présenter ton entreprise. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup Francesca. Et avant de me présenter, merci beaucoup de m'avoir invitée en tant que première guest de ton podcast. Je suis ravie et très honorée et très touchée aussi par ton parcours, ce que tu as vécu. Et enfin, bravo d'en parler. Merci. Et je sais, enfin, parce qu'on s'est connus sur d'autres événements, que c'est un sujet qui te tient à cœur. Oui. Et la raison pour laquelle tu as créé aussi Maya, il me semble. Exactement. Donc, effectivement, moi, je suis issue d'un parcours RH d'environ 10 ans. J'ai 10 ans d'expérience dans le domaine. Et je l'expliquerai peut-être par la suite, mais je suis devenue maman une première fois. Et ça a un petit peu transformé ma vision des choses et du monde du travail notamment. Et donc, j'ai décidé de créer Maya en 2023. Ça va faire 1 an bientôt. Oh, génial. Pour travailler sur la structuration RH et particulièrement améliorer l'expérience collaborateur et candidat. Et surtout remettre l'humain au centre de la stratégie des entreprises parce que c'est ce qui manque beaucoup selon moi. Oui, donc le sujet, donc mon histoire te parle vraiment. Et enfin, un des sujets qui peuvent, sur lesquels tu accompagnes aussi les entreprises, c'est ça. Et donc, la mission principale de Maya. Alors, la mission principale de Maya, c'est vraiment centré sur l'expérience collaborateur. Agir sur le parcours collaborateur dès la phase de recrutement jusqu'au départ du collaborateur pour faire en sorte... alors, par rapport à l'intérêt recherché par la société, c'est de le fidéliser et de l'engager. Mais le collaborateur, lui, c'est surtout répondre à ses besoins. Parce que je suis convaincue que c'est comme ça que l'entreprise sera aussi plus performante. Oui, j'ai vu aussi tes punchlines sur LinkedIn. Mes punchlines, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai dit? Tu t'adresses au RH, justement. Et je trouve ça, moi, ça me fait rire à chaque fois parce que je te suis aussi. Et dans une situation comme celle-ci, si on te dit, allez, comme ça, une personne qui revient de fausse couche, qui est en parcours PMA, première chose, on va dire, si tu te mets, à la place de la hiérarchie en face, comment on aurait pu m'accueillir, tiens? Par rapport à ce que tu as vécu, je reviens au boulot. Dis voilà, il s'est passé ça. Alors, déjà, c'est un sujet qui reste aujourd'hui. Alors, j'ai envie de dire tabou, c'est pas forcément le mot, mais je pense qu'on n'a pas été habitué, en tout cas, à en parler suffisamment. Donc, ce qu'on peut observer aujourd'hui, malheureusement, c'est un vrai manque de sensibilisation sur ces sujets-là. Donc, comment on aurait pu t'accueillir? Il y a plein de choses à mettre en place, évidemment, et je pense qu'en amont de revenir, toi ou enfin en tout cas la personne qui vit cette épreuve prévient son employeur en amont, donc en dehors du temps de travail, et dès cette étape en fait il y a des choses à mettre en place, et expliquer à la personne que on est présent en tant qu'employeur, à l'écoute, et que pour tout besoin de flexibilité notamment, il y a des solutions, mais voilà, se montrer en tout cas ouvert aux besoins du collaborateur ou de la collaboratrice en l'occurrence, et l'écouter par rapport à ça. Parce que là, je disais pour mon cas, parce que moi, j'étais cadre, donc directrice de magasin, et parfois je me mettais aussi à la place de mes collaboratrices, donc caisse, emploi de rayon, et avec tous les rendez-vous qu'il y avait, je me suis dit, moi je peux parce que je peux m'absenter et sauf que elles peuvent pas. Et ensuite le côté aussi
je me suis, enfin, voilà, c'est vraiment sérieux lorsque je dis que j'étais démotivée, qu'il y avait vraiment des vraies conséquences, en tout cas morales. Et quelles sont, de ce que tu sais, les conséquences de ce type de situation que peut avoir un collaborateur? Bah, tu l'as très bien expliqué tout à l'heure en parlant de ton expérience. En fait, tu as parlé de sentiments d'injustice, de démotivation, de désengagement. En fait, ce sont les conséquences premières d'une telle épreuve, parce qu'en fait, la personne, on est tous humains hein, de base quand même, avant d'être des collaborateurs. On est humain, on vit des choses, des émotions. Quand on tombe enceinte, il y a tout un processus hormonal qui est assez important. Physiquement, il se passe plein de choses. Et une fausse couche, ça peut être très douloureux. Donc c'est pareil, psychologiquement, physiquement, c'est un raz-de-marée complètement. Donc revenir en entreprise et vivre ce que tu as vécu, qui est inacceptable, hein, évidemment, mais encore une fois, je pense qu'il y a un gros manque de formation et de sensibilisation autour de ça. C'est forcément hyper démotivant parce que notre corps nous crie qu'on n'a pas envie d'être là, qu'on a juste envie de prendre du temps pour soi, de se remettre de ce qui s'est passé, ça reste un deuil. Donc on n'a pas envie surtout de répondre positivement à des personnes qui se montrent absolument pas compréhensives et empathiques envers nous. Enfin, ça reste, c'est hyper douloureux à vivre en fait. Donc voilà, et dans le pire des cas, ça peut même aller plus loin. La personne peut évidemment avoir envie de partir, de quitter la société, mais ça peut atteindre sa santé mentale. On observe beaucoup de cas de dépression chez les femmes enceintes qui accouchent, mais qui vivent évidemment aussi ce type d'épreuve-là. Et malheureusement, dans le pire des cas, ça va jusqu'au suicide aussi. Donc c'est vraiment un sujet sérieux. Et au-delà du fait de fidéliser ses collaborateurs, il y a une vraie question autour de la santé des personnes concernées. En fait. Donc il y a une responsabilité en tant qu'employeur sur ces questions-là. Et je comme toi, je pense que c'est pas assez pris au sérieux. Je sais que voilà, t'as créé Maya suite à une situation vécue dans une entreprise que tu nous avais racontée lors d'un événement. Et il me semble que c'était un retour de maternité. Donc là, on parle pour maman, mais on parle aussi pour papa, il me semble. Et c'est d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, la raison pour laquelle tu as créé ton entreprise. Est-ce que tu veux bien nous raconter rapidement, je trouve que ton histoire, elle est vraiment aussi inspirante, et si ça peut aussi aider les personnes qui nous écoutent, notamment RH, mais aussi à faire réagir, ou peut-être à oser les mamans qui nous écoutent aussi. Oui. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'à l'origine de Maya, il y a eu un long processus. Mais à l'origine, c'est que en fait, j'étais enceinte de mon tout premier enfant. Très heureuse, je vis une grossesse merveilleuse. Je pars en congé maternité, j'accouche, tout se passe bien. Voilà, les premiers mois incroyables comme on l'imagine. Et forcément, à un moment, il faut revenir au travail. Mon petit bonhomme a quasiment 5 mois à ce moment-là. On a trouvé un mode de garde, on est chanceux. Il fait la fameuse semaine d'adaptation à la crèche. Que je fais avec lui, donc ça reste aussi douloureux, parce qu'en fait c'est la première fois que je confie mon tout petit bébé à des gens que je connais à peine, donc ça reste, c'est déjà une première étape à digérer entre guillemets, et une semaine après, voilà, je reprends le travail, je monte dans le train, j'arrive dans l'entreprise, et c'était une super boîte, il y a rien à dire là-dessus, mais encore une fois, il y a un gros manque de sensibilisation sur le sujet. Et donc en fait, on m'accueille, voilà, tout va bien, on est content de me revoir, c'est super, mais je reprends rapidement ma place, et rien n'est vraiment prévu. En fait, j'ai pas de ce qu'on appelle un re-onboarding, il y a pas de
de flexibilité davantage. En fait, t'arrives, t'as ton dossier, tiens, comme avant, quoi. Voilà, tiens, il y a la personne qui t'avait remplacé, donc voilà, la passation, on est sur tel sujet, voilà, faut reprendre tel truc. Un sketch. On a eu telle situation dans l'entreprise, on met à jour des infos, donc très bien. Mais moi, en fait, je suis à 10 000 lieues de ça, quoi. Ouais. Dans ma tête, je suis là, je pense qu'à mon bébé. Je me dis, là, si on m'appelle, en fait, je suis à au moins 1 heure de route pour le retrouver. Et on parle de ces sujets auxquels j'essaie de me concentrer, mais en fait, et puis moi, ça fait 5 mois et demi que 5 mois que j'ai accouché. Physiquement, voilà, c'est pas forcément simple non plus. Ouais, c'est pas en forme olympique, quoi. Exactement. Et puis il y a un truc sur lequel on s'imagine beaucoup de choses. La maternité, c'est quelque chose, on se dit, c'est très naturel en fait. Quand on devient maman, voilà, les mères, elles sont faites pour ça, c'est naturel. Sauf qu'en fait, non, moi ça n'a pas été naturel. C'était mon premier enfant et j'ai appris à être maman. J'apprends encore, hein. Là il va avoir 4 ans, j'apprends au fil du temps, mais c'est pas quelque chose où je me suis découverte des compétences incroyables. Ah bon, ça donne pas des ailes? Non, vraiment, tout était, je culpabilisais de tout, je me posais des milliards de questions sur tout. Rien ne me semblait assez bien et pourtant je faisais toujours de mon mieux. Enfin, c'est hyper difficile. Et en fait, dans ce processus d'apprentissage et d'assimilation, on te dit, tu vas travailler, c'est bon, il a 5 mois maintenant, c'est bon, voilà. Et c'est énorme comme travail. On s'imagine pas. Le fait de revenir après une longue période d'absence, le fait d'accepter tout ce qui se passe, c'est hyper violent en fait. Et au-delà de ça, si je peux me permettre de rebondir sur peut-être un autre sujet, j'ai eu la chance jusqu'ici de pas connaître ce que tu as vécu. J'ai pas vécu de fausse couche. Par contre, j'ai déjà fait une IVG. D'accord. Et même si ça reste un choix volontaire, ça n'en est pas moins hyper difficile en fait. On se tord le cerveau pour savoir si c'est la bonne décision ou pas. Et ça marque et c'est aussi douloureux. Physiquement, psychologiquement, ça reste aussi. Enfin, moi, je pense que j'y penserai toute ma vie à cette IVG. Et voilà, au même titre que la fausse couche ou que tout autre événement qui peut perturber ta vie, ça impacte. C'est à prendre en considération aussi. Et dernier point, parce que ton histoire me fait forcément penser à quelque chose que j'ai vécu. Et pour être honnête, et je m'en veux un peu d'ailleurs de ça, je réalise que j'ai mis ce souvenir un peu de côté parce que quand j'ai commencé à travailler, j'ai vécu en plein open space la fausse couche d'une collègue. Hyper brutale. Enfin, moi, j'étais toute jeune, vraiment, j'avais aucune notion de tout ça. Tu vois ce qui se passe, mais tu comprends pas vraiment non plus. Je savais même pas au départ que c'était ça, je l'ai su après. Enfin, et en fait, ça a été en tant que collègue, tu vois, direct de la personne. On n'était que 2 à ce moment-là dans l'open space. Heureusement, malheureusement, je ne sais pas. Mais c'est passé inaperçu ensuite. Enfin, tu vois, il y a rien eu, il y a pas eu de communication auprès des collègues ou même de dire voilà, bon, elle a vécu quelque chose de compliqué. Au moins, tu vois, une espèce de sensibilisation par rapport à elle. Mais il y a aussi, je sais, est-ce que les personnes, elles ont pas toujours envie d'en parler. Là, on parle d'IVG, c'est comme c'est un sujet très très sensible aussi. Alors, pour ma part, j'en ai parlé à ma hiérarchie, mais en même temps, mes équipes d'encadrement très proches, où je pensais que, enfin, pour moi, j'avais besoin de leur soutien, mais pas leur soutien, pas pour me plaindre, hein, c'était pas du tout le cas, c'était plutôt leur soutien, les responsabiliser un petit peu pendant que, moi, j'étais en train de vivre cette épreuve. Et mais par contre, je me suis quand même posé la question plein de fois en me disant est-ce que j'en parle ou pas à mes équipes. Pour le côté on est boss, on doit porter le truc, voilà. Mais voilà, je sais pas, parce que j'ai toujours hésité à le dire. Il y a aussi des personnes, je sais, qui vivent l'IVG quelque chose de très secret, qui n'ont pas envie d'en parler. Mais je connais aussi les conséquences sont quasiment comme les fausses couches, parce que l'un volontaire, l'autre non. Mais le corps vit la même chose.
Donc, d'ailleurs, justement, par rapport à ça, comment tu penses qu'on aurait pu aussi accompagner ta collègue et sensibiliser sans, peut-être avec son accord, peut-être aussi les autres? Oui, bien sûr, parce que encore une fois, ça reste un deuil et face à toute épreuve, on est tous très différents, on agit tous très différemment et on se ressource différemment aussi. Maintenant, c'était plus dans le sens, pour moi, c'est plus dans le sens, voilà, se montrer présent, pas oppressant dans ça va, est-ce que tu veux de l'eau? J'en sais rien, tu vois, mais toute la journée, la solliciter pour répondre à ses besoins à tout prix. Mais plus, voilà. S'entretenir avec elle de temps en temps. Oui, et puis je sais pas, proposer un truc pour sortir, manger dehors, se changer les idées. Ouais, je vois. Ouais. Je sais pas, un truc qui sort un peu, tu vois, du quotidien, sans forcément évoquer le sujet, mais voilà, parler d'autre chose et lui montrer qu'on est là et que même si on n'en parle pas, on sait, mais qu'on est présent. Voilà, après, en tant qu'employeur, encore une fois, pour moi, l'une des clés, c'est vraiment l'écoute, la compréhension et toutes les questions autour de la flexibilité, même si je sais que ça peut être délicat et que ça touche à des choses, télétravail, etc. Voilà, ce sont des sujets qui sont pas forcément encore développés partout, malheureusement. Maintenant, quand on vit une telle épreuve, enfin, c'est pas possible d'attendre de la personne qu'elle soit là opérationnellement à 10 000% alors qu'elle vient de vivre ça. Donc, soit t'acceptes qu'elle s'absente et totalement, qu'elle soit en arrêt et voilà, tu fais ton truc de ton côté. Soit tu l'accompagnes en te disant, OK, elle sera peut-être à 50% au lieu de 100, mais ça va augmenter petit à petit parce qu'en fait, je vais l'accompagner aussi dans ce processus et je vais lui montrer qu'on est là pour elle. Qu'on est là pour elle, que c'est pas qu'une machine où j'ai besoin qu'elle soit performante à tout prix. Et pour moi, c'est ça qui est important dans une relation de travail aussi. Ça me fait penser à cette plante qui a besoin de soleil. Il faut l'arroser un peu tous les jours. On parle pas là, on parle de maman. On parle aussi de sujets, évidemment, parce que c'est quand même un sujet de femme. Mais on est toujours deux dans cette situation. Oui, absolument. Maman ou maman-papa. Alors, du coup... enfin voilà, les hommes ont aussi, en tout cas, ce problème. Enfin, c'est pas un problème, mais peuvent vivre ce genre de situation. Absolument. Et t'en penses quoi du coup? C'est marrant que tu me le dises parce que au fil de l'échange, je me disais on est quand même très focus sur la maman. Parce que c'est une réalité, c'est elle qui vit les choses intérieurement, physiquement. Maintenant, un projet de bébé, ça se fait à deux, avec un papa ou une maman, une autre maman, mais ça reste, enfin pour l'avoir vécu avec mon conjoint qui est pour le coup très présent et qui on a toujours vécu les choses en équipe, quelles que soient les situations. Grossesse, accouchement, IVG, il le vit aussi en fait. Et c'est presque, je vais pas dire c'est plus difficile parce que c'est difficile d'une autre manière, mais en fait il est un peu déconnecté physiquement lui de ce qui se passe. Donc autant nous on va le vivre vraiment, on le vit, on le ressent dans les tripes, tout. On sent quand les choses passent ou pas, etc. Lui en fait il a aucune notion de tout ça. Il nous voit juste réagir. Un jour on va pleurer, le lendemain ça va aller mieux et puis après ça va repartir. Enfin. Donc, en fait, il est crucial que l'entreprise parte du principe qu'un enfant, c'est pas que la maman, c'est le papa aussi, que dans le cadre d'une fausse couche, d'une IVG, IMG aussi, on n'en parle pas, mais c'est aussi extrêmement difficile, évidemment. Le papa est tout aussi concerné et les mesures qui doivent être mises en place ou qui peuvent être mises en place pour la maman doivent l'être aussi au même titre pour le papa, en fait. Parce que la maman, elle a besoin de lui, d'elle. Il faut pas qu'elle soit seule dans cette épreuve et donc voilà, le vivre à deux, pour moi, c'est essentiel. Et donc tous ces sujets, lorsque tu accompagnes une entreprise, est-ce qu'il y a vraiment des modules sur lesquels ils peuvent aussi demander de l'aide pour un accompagnement? Tu sais ce que tu proposes aussi pour les entreprises? Alors te répondre comme ça, c'est un peu difficile. C'est vraiment du cas par cas en fait. Moi, j'aime bien dire que j'interviens en entreprise comme un docteur en fait
la situation c'est vrai, RH. Tes postes, ouais, tu tousses, votre équipe tousse. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Quelle est la problématique? Ok, je pose un diagnostic. Voilà le traitement que je vous conseille. Vous suivez ou pas, hein. Mais c'est un peu ça, en fait. C'est vraiment identifier ce qui va pas. Et toutes les problématiques sont vraiment très différentes d'une entreprise à l'autre. Sur les questions de la parentalité, malheureusement, il y a quand même très peu aujourd'hui d'entreprises qui souhaitent s'y mettre. Et je dirais malheureusement, en fait, on est tellement loin encore de ça. Il y a tellement d'autres sujets de base sur lesquels on n'est pas bon, que la maternité, elle rentre un peu malheureusement en second plan, ou la parentalité, pardon, elle rentre un peu en second plan pour le moment, mais il y a des entreprises quand même qui le font. Là, j'ai en tête par exemple Shine que j'adore. Je trouve qu'ils ont une politique. Shine, ouais, j'en ai entendu parler. RH, c'est pas rémunéré, incroyable. Comme il y a c'est pas de pub. Du tout rémunéré. Et j'en parle souvent sur mes posts LinkedIn. Je suis une grande fan de ce qu'ils font parce que vraiment, ils ont tout compris pour moi. Oui, j'ai pu voir. Alors là, on parlait, je parlais de ma situation, mon expérience, mais globalement, je pense qu'il faut aussi prendre en compte. Là, on parle de parentalité, on parle de changement de situation vécu lié à quelque chose de difficile pour la femme. On parle aussi des conséquences pour ces messieurs qui sont, indirectement, touchés. Mais il y a aussi beaucoup de choses, je pense, que les entreprises peuvent mettre, on va dire, au service de leurs collaborateurs pour avoir un bien-être complet. Là, on parle d'une situation, mais on veut aussi, et c'est pour ça que, on va dire, je t'ai invité aussi. C'est tout l'aspect de bien-être au travail, tout ce qu'une entreprise doit mettre en œuvre pour que les personnes se sentent bien. Là, on parle de bien accueillir quand il y a un changement de situation, que ce soit celle que j'ai vécue, mais aussi ça peut être un accident de la vie, ça peut être une perte d'un être cher. On n'est pas forcément, surtout sur la maternité. Et donc, on va dire, si tu devais donner 5 conseils, donc moi je fonctionne toujours par 5, Charlotte, tu sais, moi je suis très 5. 5 conseils à donner aux entreprises, et puis après, évidemment, le petit bonus parce que c'est ton métier et que j'ai envie que auditeurs, auditrices puissent aussi profiter de ce que tu nous offres aujourd'hui comme cadeau. Oui, alors 5 conseils. Bon, évidemment, il existe vraiment une infinité de solutions. S'il fallait les résumer en 5 conseils, mon premier conseil, ce serait déjà de prendre en compte le changement de vie des collaborateurs, leur montrer qu'ils sont considérés vraiment dans cette épreuve-là, que ce soit un deuil, que ce soit une grossesse, la fausse couche, une maladie, l'accompagnement d'un proche. Voilà, il y a une multitude de situations et c'est vraiment prendre en compte ce changement de vie dans la collaboration. Voilà. D'accord. Mon deuxième conseil, ce serait d'être très vigilant sur la charge de travail donnée aux collaborateurs, parce qu'en fait, on se dit, voilà, c'est son job, il va le faire, etc. Mais il faut pas oublier que la personne, elle a juste la tête ailleurs. Elle pense juste à tout ce qu'elle est en train de vivre et on peut pas être partout à la fois. Et ça me fait penser aussi, quand on n'est pas bien, on fait forcément moins bien aussi le travail. Exactement. Faut prendre en compte. Exactement. Donc s'assurer que la charge de travail est pas trop importante, quitte à la diminuer et que la personne se sente plus à l'aise pour se charger elle-même petit à petit, mais pas partir du principe qu'elle sera aussi performante que ce qu'elle était avant. Je suis absolument d'accord. Mon troisième conseil, je sais que c'est pas toujours simple à mettre en place, mais j'insiste vraiment sur ce point, c'est d'accorder de la flexibilité. Ça peut passer par un aménagement des horaires de travail. Ça peut passer par la mise en place du télétravail. Par le fait d'accorder, par exemple, des demi-journées, je ne sais pas, en tout cas des moments pour aller au rendez-vous obligatoire. Tu en parlais tout à l'heure. Ça reste quand même, c'est pas, on va pas s'amuser, quoi. C'est pas un moment fun. Donc si en plus la personne culpabilise parce que elle a du mal à trouver un moment, etc. Donc vraiment
accorder du temps et de la flexibilité pour ça. Mon 4e conseil, d'accompagner les collaborateurs, mais au-delà, c'est-à-dire peut-être les diriger vers les bons interlocuteurs. Ça peut être les diriger potentiellement vers la médecine du travail. Ou un psy, il y a des psys aussi anonymes, il me semble, dans les entreprises avec un numéro vert. Absolument. Quelle que soit la situation, il y a forcément une association ou en tout cas une structure qui peut permettre d'accompagner. Dans le cadre de la fausse couche, il y a l'AGAPA, je crois que ça se prononce comme ça. Donc voilà, il y a des interlocuteurs compétents. Donc si on l'est pas forcément en tant qu'entreprise et si on sait pas forcément comment réagir, diriger vers la bonne personne. Et mon 5e conseil, ça va un petit peu dans ce sens-là, c'est de sensibiliser, de former en interne la direction évidemment, les managers, les collaborateurs, sans être hyper moralisateur, mais créer, je sais pas, par exemple un atelier sur une thématique en particulier. Pour comprendre le collègue, pour comprendre ce que vivent. Exactement. Oui, je comprends. Absolument. Et qui est une dimension au-delà de l'aspect professionnel et qu'on se rappelle qu'on est humain avant tout et que quand on vit des choses, ça nous impacte professionnellement aussi parce qu'on est touché personnellement. Oui, ça me fait penser à... Je disais toujours à mes équipes qu'on était comme les maillons de la chaîne et qu'en fait, quand il y a un maillon qui est un peu plus faible, et que c'était important aussi de le porter. Et effectivement, oui, c'est vrai. Complètement. Et parfois, une personne peut impacter l'ensemble de l'environnement de travail. Donc, il faut être hyper vigilant à tout ça. Et quand il y a un soutien, c'est aussi plus simple de prendre un petit peu une partie de la charge de travail du collègue qui n'est pas ça peut être au top dans cette situation-là. Complètement. Merci pour ces 5 conseils. Avec grand. Alors du coup, pour terminer, je vais m'adresser aux entreprises, aux managers, aux dirigeants qui nous écoutent, nouveaux patrons, fondateurs, start-up, en tout cas qui gèrent une équipe et qui a une structure. On va vous faire ce cadeau. Donc Charlotte va vous faire ce cadeau de tout ce que vous aurez à gagner, si vous mettez au moins ces quelques conseils en place dans votre entreprise. Et pas des moindres, parce que on dit toujours, un collaborateur heureux, c'est des clients heureux. Et si c'est bon pour les collaborateurs, c'est bon aussi pour le business. Donc, je te laisse terminer, Charlotte, du coup. Absolument. Alors, moi, c'est tout l'enjeu du travail que je mène avec Maya, travailler l'expérience collaborateur, parce que leur bien-être impacte forcément la performance de l'entreprise. Et en mettant en place ces leviers-là, ces solutions-là auprès des équipes qui nécessitent, qu'on se le dise, pas forcément de budget. Forcément, la personne va se sentir considérée, soutenue, écoutée. Et on en a tous besoin. Enfin, si on reprend la célèbre pyramide de Maslow, on a les besoins primaires et de sécurité, etc. Et au fil du temps, nos besoins ont évolué. Et aujourd'hui, on recherche à être reconnu, considéré humainement. On n'est plus sur les besoins de base, entre guillemets. Donc, ça jouera forcément sur l'engagement en interne, sur la motivation, sur l'envie de rester. Une entreprise qui t'accompagne dans une telle épreuve, elle a ta confiance, tu as sa confiance. La reconnaissance dans les deux sens. Exactement. C'est une collaboration hyper solide et t'as pas envie de lâcher une entreprise comme ça, en fait. T'as envie d'avancer avec elle et de la soutenir elle aussi s'il y a des moments un peu plus down. Donc, pour moi, c'est la clé, en fait. Écouter ses collaborateurs, les accompagner et prendre en compte leurs épreuves de vie personnelles, c'est s'assurer qu'ils soient aussi plus engagés, plus motivés, plus performants et que l'entreprise aille beaucoup plus loin. Génial. Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Vraiment, j'étais ravie de partager cet épisode avec toi. Et puis, peut-être un prochain, qui sait. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, merci infiniment. C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.